Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait méga longtemps. Pour tout vous dire, j'avais commencé à tourner un nouveau format un peu vlog en début d'année en me disant que ça me permettrait de revenir plus rapidement sur YouTube parce que j'en ai super envie. Et puis ben voilà où on en est. Hein. Non, je me suis dit que du coup le plus simple c'était de revenir avec une vidéo sur mes dernières lectures. À la fois parce que ça permet de faire le point, à la fois parce que c'était le plus simple, à la fois parce qu'à la base c'est quand même sur... Enfin c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne, c'est pour avoir des conseils de lecture et une espèce de carnet de lecture, parce que c'est ainsi que s'appelle ma chaîne, le cahier lecture de Nathan. Et du coup voilà, je me suis dit que je revenais comme ça, et ensuite on pourrait faire d'autres choses. Voilà, mais l'idée c'est de me remettre le pied à l'étrier. Donc j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à venir me raconter en commentaire si vous allez bien, quels sont vos projets en ce moment, si vous avez des choses chouettes qui arrivent et que vous avez envie de partager au grand monde en commentaire de cette vidéo, et puis surtout quelles sont vos dernières lectures et vos derniers coups de cœur. Peut-être, pourquoi pas me dire quel est votre coup de cœur de l'année 2023. Ça peut être un bon moyen pour se retrouver. J'ai pas encore de bibliothèque à proprement parler. Je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble autour de moi parce que je sais plus où j'en suis de ce que je vous ai dit, mais j'ai déménagé, il y a un projet bibliothèque qui pour l'instant franchement ne ressemble à rien. Enfin ça commence à ressembler à quelque chose, mais il y a encore beaucoup de boulot parce que on fait tout nous-mêmes. Enfin bon bref, je vous passe les détails, peut-être que je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo si vous avez envie, n'hésitez pas aussi à me le dire. Mais du coup j'ai juste ce petit coin qui est potable pour une vidéo. Il y a d'autres bibliothèques à côté, mais il y a des draps dedans, c'est pour vous dire. Je me suis dit que j'allais pas faire une vidéo avec toutes mes dernières lectures, parce que c'est quand même... Enfin, en fait, je voulais faire un récap de début 2024, mais j'ai déjà lu 19 livres. C'est beaucoup, après, il y a beaucoup de BD et d'albums dedans. Vraiment beaucoup. Du coup, même si en soi c'est des choses plus courtes et que j'aurais pu tout condenser dans une seule vidéo, je me connais, je vais parler 40 ans de chaque livre. Du coup, la vidéo aurait duré 2 heures. Donc, je me suis dit que j'allais séparer. Je reviens d'abord qu'avec du roman et notamment du roman ado. Et n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous voulez que je parle aussi des albums et des BD, même si j'en ai très envie, surtout qu'il y a vraiment des pépites dedans. Donc, aujourd'hui, on va parler de 1, 2, 3, 4, 5 romans. On commence maintenant. Le premier roman que j'ai lu en ce début d'année, c'est Millepertuis, tome 1, La sorcière sans nombril de Julia Thévenot, qui est paru chez Gallimard Jeunesse. Et on commence vraiment très très fort, parce que pour moi, Millepertuis, c'est vraiment sans exagérer un des meilleurs trucs que j'ai pu lire en littérature ado ces dernières années. Ça met le niveau haut pour la suite de la vidéo. Et je dis pas ça seulement parce que, je pense que vous le savez si vous me suivez, je connais Julia Thévenot. J'avais déjà parlé d'ailleurs de son premier roman, Bord de terre, qui était aussi une pépite. Je dis pas ça seulement parce que je la connais, parce qu'au contraire, les livres des gens que je connais, généralement quand je les commence, j'ai un peu l'appréhension de me dire, si j'aime pas, comment je vais le dire à la personne, parce que l'idée n'est pas de mentir. Et Millepertuis, j'ai adoré. Il est sorti l'été dernier, donc j'ai mis un peu de temps à le lire. Et en fait, il se trouvait que j'animais à Limoges avec Julia une rencontre en librairie en janvier. Du coup, ça a vraiment été l'occasion de me plonger dedans. Et j'ai vraiment surkiffé. C'est le genre de livre qu'on n'a pas du tout envie de quitter, et en même temps dont on a trop envie de savoir la suite. Le genre de livre que tu ne lâches pas, quitte à lire jusque tard, parce que tu te dis encore un petit dernier chapitre, et puis ensuite quand tu vois la fin arriver, que tu te dis je vais devoir quitter les personnages, là ça devient un peu douloureux. C'est un livre de sorcière, en gros moi je dirais que c'est le mélange entre Harry Potter et Clémentine Beauvais, si ça peut vous donner une petite idée. On suit des personnages qui voilà, habitent dans notre époque, qui habitent dans notre monde, mais qui cachent leur pouvoir parce que les sorcières sont cachées dans la société. Et ce qui est très chouette, c'est que c'est des sorcières modernes aussi, dans le sens où elles utilisent plein de petites trouvailles de notre monde moderne pour l'appliquer au monde des sorcières. Donc par exemple, les sorcières, elles sont très puissantes, très résistantes, elles peuvent pas tomber malades, se faire mal, etc. Enfin, en tout cas, pas de manière normale. Et par exemple, la petite sœur du personnage principal qui s'appelle Horty, donc la petite sœur c'est Ronce, si je ne m'abuse, oui voilà c'est Ronce. Ronce par exemple, elle aime bien croquer des pastilles de lave-vaisselle au petit déjeuner. Son jeu préféré c'est de se mettre dans la machine à laver et sa sœur enclenche un programme et elle tourne dans la machine à laver. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper drôles et hyper astucieuses. Et puis la manière de faire de la magie est à la fois très simple et assez originale. En fait, elles vont utiliser toutes sortes de fluides et de parties du corps humain. Donc, elles utilisent leurs cheveux, les larmes c'est très puissant, de la salive, etc. pour faire de la magie, le sang des règles aussi, qui est méga puissant. Et donc, le système magique qui est mis en place par Julia Thévenot, il fonctionne super bien.
Et voilà. Et puis il y a plein de trouvailles en fait, c'est ça qui est très chouette dans ce livre, au-delà de celles que je vous ai déjà dit. Il y a plein de petites trouvailles très chouettes. Par exemple, il y a le papier de lait. Donc c'est un papier sur lequel on écrit, ensuite on le met dans un bol de lait. Et quand on boit le lait, celui-ci a le goût de ce qu'on a écrit sur le papier. Donc si on marque framboise, le lait a le goût de la framboise. Mais Horty, qui est un personnage un peu particulier, elle va écrire des choses un peu bizarres sur ce papier que normalement les gens n'écrivent pas. Elle va par exemple écrire aventure ou écrire le nom du petit garçon dont elle est amoureuse. Enfin voilà, pour voir le goût que ça a. Et ça donne des petits passages plein de simplicité, d'humour et de poésie qui sont très très beaux et très touchants. Moi je l'ai complètement dévoré, et ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est que même si c'est une sorcière, Horty, en fait ça reste une ado comme les autres et ça reste une ado qui est différente. Comme je le disais avec le papier de lait, Horty elle est pas comme les autres sorcières, elle comprend pas trop pourquoi, et en fait tout ce qu'elle va faire dans le roman, c'est chercher à trouver sa place dans ce monde-là, le monde des sorcières, le monde des humains, enfin voilà, elle sait pas trop où elle se situe, et du coup on peut vachement s'identifier à elle. Ce qui est très chouette aussi, c'est que le roman commence dans l'enfance, on suit Horty alors qu'elle est toute petite, elle a 6 ans, jusqu'à la fin du livre, je crois qu'elle a 15 ans ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas on la suit jusque dans son adolescence. Du coup le temps passe, il se passe plein de choses, on voit vraiment le personnage évoluer en profondeur, et c'est un roman qui de manière générale parle énormément de l'enfance. Il vient puiser dans l'enfance une énergie qui est très très chouette, il vient puiser dans l'enfance plein d'idées, de jeux, de folie et en même temps d'inquiétude qui sont très très fortes et très intenses dans le roman. C'est vraiment toute la force de la littérature ado. Et en même temps, ça permet vraiment de voir le personnage évoluer. Millepertuis, il y aura un tome 2 en début 2025, je crois, en tout cas en 2025, qui sera à la fin, c'est un diptyque. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'il s'est déjà passé tellement de choses dans Millepertuis qu'on se demande comment l'autrice peut aller plus loin. Mais c'est jamais trop. Elle est sur le parfait équilibre entre tu ne t'attends à rien et tout est complètement fou. Et en même temps, au bout d'un moment, tu te dis que tout est plausible et tout fonctionne. Donc c'est trop trop bien. Millepertuis, c'est un roman sans fond que j'avais pas ressenti ça, je pense, depuis D'or et d'oreiller de Flore Vesco. C'est vraiment vraiment super. Et je n'ai plus de batterie, voilà, youtubeur en carton pour changer. On passe à la suite avec Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines. C'est le premier roman de Lydie Tabarin aux éditions Hachette Roman. Alors je dois dire que j'avais hyper envie de lire ce livre pour plusieurs raisons. La première, je dois le dire, c'est que je connais un petit peu Lydie. Alors je vais pas dire qu'on est amis ou quoi, on s'est rencontrés une fois ou deux à Montreuil, on a déjà échangé sur les réseaux sociaux. Elle a un compte Instagram super chouette sur lequel elle parle à la fois de sa vie d'autrice, à la fois des livres qu'elle aime, mais aussi elle s'engage énormément sur toutes les questions de diversité et de représentation dans les livres et en littérature ado. Elle fait plein de posts méga intéressants et hyper instructifs sur le racisme dans le monde du livre, sur la façon dont on doit représenter plus de personnages différents en littérature ado, enfin en littérature de manière générale. Moi, c'est des questions qui m'intéressent énormément, des questions auxquelles on s'identifie beaucoup avec Tom. On en a d'ailleurs parlé dans Enquête d'un grand peut-être, notre guide de littérature ado. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'avais très envie de lire ce livre. Ensuite, l'histoire et l'univers avaient l'air très chouette, et par ailleurs, l'objet de livre est juste magnifique. Franchement, il est trop trop beau. Donc en gros, on est sur de la romantasy ado, donc un mélange entre fantasy et romance, même si la romance a quand même une place pas énorme dans le livre. Pour ceux que ça rebuterait, c'est vraiment pas le... Enfin, même si on sent que c'est un fil conducteur, c'est pas du tout l'intrigue principale. Et en fait, on est dans une espèce de monde futuriste avec des royaumes. Donc voilà, il y a tout un monde que l'autrice a imaginé dans l'un des royaumes qui est un néo-royaume. Donc c'est un royaume qui a été nouvellement créé, qui est un peu une espèce d'utopie, un royaume où la paix règne et où, enfin voilà, éloigné de toute guerre et toute querelle diplomatique avec les autres royaumes et les autres pays. Et dans ce royaume-là, on va suivre deux personnages qui sont issus de deux familles différentes, et ces deux familles ont la particularité de faire du thé depuis des générations. Donc elles tiennent chacune une boutique de thé qui sont rivales. Et donc ces deux jeunes filles qui au départ étaient amies ont quand même grandi dans une certaine rivalité, et on comprend qu'à un moment il s'est passé quelque chose qui font qu'elles n'ont plus été amies et que ce lien a été brisé. Au début du roman, je vous spoile rien, on découvre que la reine a été assassinée et que à cause de la présence d'une tasse et de thé sur la scène de l'assassinat de la reine, les deux familles sont suspectes, et donc les deux jeunes filles qui sont les héroïnes du roman vont devoir enquêter pour essayer de prouver leur innocence, parce que ce ne sont pas elles qui ont tué la reine, en tout cas c'est ce qu'elles nous disent au début du roman, et elles doivent prouver leur innocence, sauver leur famille et trouver possiblement le coupable de l'assassinat de la reine. Donc c'est un univers super chouette. La présence du thé est juste incroyablement insérée dans le livre. Il y a plein de descriptions
descriptions sur les senteurs, le goût, la façon dont on fait du thé, dont on le déguste, etc. C'est juste magnifique de sensorialité. Ça, c'est très très chouette. Et puis même l'univers, voilà, tous ces royaumes, tout le monde qu'elle a inventé, le système qu'elle a construit est vraiment très intéressant. Et moi, ce que je pense que j'ai préféré dans le livre, c'est toutes ces intrigues-là, les intrigues de cour, les intrigues politiques, il y a aussi un des personnages qui est diplomate, enfin qui est fille, parce que Yael est non-genrée, gender fluid, donc il ou elle change de genre en fonction des chapitres et en fonction des journées, de la façon dont ce personnage veut gérer son identité de genre. Et donc ça, c'est aussi super intéressant d'ailleurs. Mais du coup, il y a la présence d'une diplomate dans l'intrigue. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Après, là où le roman pêche plus, pour moi malheureusement, c'est justement que tout ça, c'est assez complexe. En fait, il y a deux problèmes pour moi dans le livre. Déjà, il y a un problème de rythme. Il y a des fois des grosses longueurs. Le début est assez long. J'ai lu pas mal de critiques qui disaient qu'ils avaient mis du temps à rentrer dedans. J'en ai parlé à des gens qui ont fini par décrocher. Et en même temps, il y a des fois où ça va très vite, c'est super prenant, on peut plus le lâcher. Et moi, je pense que les 150 dernières pages, j'ai dû les lire d'une traite puisque je pouvais plus lâcher jusqu'à connaître le dénouement de l'intrigue. Donc déjà, il y a un peu ce problème-là qui est un peu mal géré. Il y a des choses qui auraient dû être mises à d'autres endroits. Il y a des enjeux qui arrivent au début dans l'histoire qui sont très vite résolus. Il y a une tension qui est un petit peu absente alors qu'il y a des choses qui auraient pu être... peut-être des choses qui auraient pu être gardées de secret, des informations qui auraient pu être disséminées plus au long de l'intrigue. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui pour moi rendent la narration un peu inégale. Et l'autre chose, c'est justement cet univers. Donc déjà, pour moi, il manque une carte. Franchement, s'il y avait une carte au début du livre, c'est bête parce qu'on se dit c'est esthétique, mais pas que. Ça aurait vachement aidé à se repérer dans les lieux où les héroïnes vont, dans les royaumes, etc. Et ensuite, on est un peu perdu dans toutes ces intrigues de cours et politiques, etc. Des fois, je trouve qu'elles sont pas super bien amenées et qu'on s'y perd un peu dans tout ça. Donc voilà, on sent un peu les défauts du premier roman qui peut-être ont mal été travaillés en édition, je sais pas. C'est un peu dommage parce que le livre a sinon un potentiel vraiment énorme. Voilà. Et puis ensuite, les personnages, pour finir. Au début, je trouve qu'on a un peu du mal à différencier les deux personnages. On a un peu du mal à s'attacher à elle. Le fait qu'elle se rapproche amoureusement arrive assez vite. Enfin, en tout cas, on le voit vraiment venir. Bon, après, c'est un peu le but, hein, c'est une romantésie. Mais du coup, il y a un peu ce truc-là au début qui est un peu... on sait pas trop comment s'attacher au personnage. Puis bon, quand même, au bout d'un moment, on finit vraiment par s'attacher à elle. D'ailleurs, moi, celle que je n'aimais pas au début, c'est finalement celle que je préférais le plus à la fin. Donc de ce point de vue-là, ils sont quand même assez fouillés. C'est un peu comme les intrigues politiques, etc. On sent que l'autrice a vraiment travaillé les personnages. Donc ça, c'est chouette quand même. Et puis voilà, le personnage de Feng, qui est donc le personnage gender fluid. Ce personnage est super intéressant. Et je trouve que c'est très bien géré la façon dont son genre alterne au cours du roman, ça c'est chouette. Et puis de manière générale, il y a quand même plein de diversité qui n'est pas le sujet du livre. Les personnages sont comme ça. Il y a les deux héroïnes, donc vous l'aurez compris, c'est pas un spoil, c'est là entre elles que va y avoir la romance au bout d'un moment. Donc il y a deux personnages lesbiennes, ce qui quand même en littérature ado et je pense surtout en fantasy est très très rare. Il y a des personnages, on le voit sur la couverture, elles ont la peau noire et ça va être décrit dans le roman, mais encore une fois, alors, non, bon, je veux pas trop spoiler, mais c'est un peu le sujet du livre, mais au départ ça l'est pas totalement, mais la façon dont ça va être amené finalement, c'est vraiment très malin, aussi pour parler en toile de fond du racisme dans la société. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont amenées de manière super maligne, et ça fait vraiment du bien en littérature ado. Voilà, donc je vous laisse vous faire votre propre avis par rapport à ce que moi j'ai dit, puis n'hésitez pas à aller lire d'autres avis. J'ai une copine qui a dévoré le bouquin et qui m'a dit que c'était génial et tout, donc bon, encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Moi je vous donne mon avis de manière un peu construite, mais c'est quand même une autrice que je pense que je vais suivre, ne serait-ce pas que parce que je la connais, mais aussi parce que je suis très curieux de voir ce qu'elle va faire ensuite. Évidemment, j'ai déjà parlé super longtemps, je suis toujours aussi bavard. La synthèse, ce n'est pas pour moi. Le troisième roman dont je vais vous parler, c'est Le Cri du corps d'Alexandre Chardin. Alors lui, il n'était pas du tout prévu au programme, il est sorti assez récemment, début mars, mais je l'ai lu en janvier. Donc mon amie Julia, dont je vous parlais avant, qui a écrit Millepertuis, elle est aussi éditrice chez Sarbacane. Et Sarbacane, dans la collection Exprime, ils ont pour habitude depuis quelques mois ou quelques années, je sais pas, de mettre au dos du livre une phrase de libraire notamment, ou de journaliste, ou que sais-je, pour donner envie de lire le livre. Et donc là, elle me dit, je vous raconte les coulisses, hein,
Je sais pas si elle voulait que je le raconte, mais je vous dis tout comme ça. Enfin, ça fait quand même un peu partie de ce que je vais vous dire sur le livre et de mon avis. Et elle me dit, bah là, ce livre, donc il sort en mars, les épreuves, elles ont été envoyées en décembre aux libraires. Les libraires, étaient en pleine période de rush pendant les fêtes, forcément. Ils n'ont pas eu le temps de le lire, donc j'ai pas de phrase. Est-ce que toi, tu voudrais le lire? Elle me contacte pour ça. Je suis dans un train qui va à... non, je reviens de Caen, où avec Tom, on avait assisté au vernissage de notre exposition, parce qu'on a une exposition itinérante sur la littérature ado. Je vous mettrai des liens en barre d'infos, mais qui tourne un peu partout en France. Si vous êtes bibliothécaire ou que vous avez un établissement qui accueille du public, n'hésitez pas à nous contacter, parce que cette exposition peut venir chez vous. Donc on a une expo sur la littérature ado, on revient. Moi, je dois travailler ensuite dans la journée, donc je prends un train, il doit être 7 heures, quelque chose comme ça, c'est super tôt et tout. J'ai 1 heure et demie de train. Et elle m'envoie ça, elle me dit, mais ce roman, voilà, il est très court, tu peux le lire rapidement. Je me dis, bon, en vrai, pourquoi pas? Donc, j'ouvre le PDF. Et en fait, bah, j'ai pas quitté le PDF avant d'avoir terminé le roman. Donc, 1 heure après, c'est vraiment très court. Hein, franchement, vous pouvez y aller. D'abord parce que, bon, j'avais envie de rendre service à Julia si le livre me plaisait. Ensuite, parce que j'adore Alexandre Chardin et je l'avais rencontré dans un salon à Saint-Thierry-et-la-Perche il y a quelques mois. Il m'avait parlé de ce texte qui allait paraître chez Exprime. Donc, j'étais assez curieux de le découvrir. Et puis, bah, l'histoire m'intéressait. Donc je suis rentré dedans, c'est l'histoire d'un ado qui s'appelle Adam, il a 14 ans, il vit une vie normale de collégien, il habite dans une cité, mais c'est pas tellement le sujet du livre non plus, enfin voilà, on suit son quotidien, etc. Et il va se passer quelque chose, il va avoir un accident qui va changer sa vie à jamais. Donc le livre te met un bon coup de poing, parce que c'est quand même dur, émouvant, bouleversant tout ce qui va arriver à Adam. Mais ensuite, bah, c'est aussi l'histoire de sa reconstruction et de comment il va affronter cette épreuve monumentale que la vie lui met dans les pattes, quoi. Et j'ai adoré ce livre. Je l'ai dévoré. Je le recommande vraiment chaudement, sinon j'aurais pas accepté de mettre une phrase à l'arrière du livre. Et donc là, il y a ma petite phrase. Je peux vous la lire, comme ça vous donne un avis assez concis de ce que j'ai pensé du livre. Un roman hypercute que j'aurais adoré lire ado. Le genre qui te met les émotions en intraveineuse. Il y a de la douceur dans le noir, de l'espoir dans le pire, et à la fin, on a des fourmis dans les doigts. Voilà, pour comprendre toute la phrase, il faut lire le livre. Il est vraiment, vraiment super, super émouvant et en même temps doux et bien écrit. Et il est à la fois littéraire et poétique et en même temps, on a vraiment la voix d'Adam de manière assez brute qui nous est proposée par l'auteur. Donc, très, très, très chouette lecture. Je continue avec un 4e roman qui va nous faire quitter la littérature ado. Et attention, gros pavé, il s'agit de Confiteor de Jaume Cabré, Jaume Cabré, je ne sais pas comment on le dit, parce qu'il est donc catalan, castillan, comment on dit? Bon, en tout cas, c'est traduit du catalan. L'auteur vient de Barcelone. En fait, on m'a offert ce livre parce que j'ai fait un week-end en famille à Barcelone en février et j'avais envie de lire un auteur de Barcelone, donc on m'a offert celui-ci très gentiment. Et donc ça se passe d'ailleurs à Barcelone. Alors c'est vraiment un énorme pavé. Je l'ai commencé en février, je l'ai fini mi-avril. C'est pour vous dire à quel point j'ai traîné. Il fait 900 pages et 900 pages écrites comme ça. Donc là, c'est si vous avez envie d'un roman fleuve, le genre qui vous tient longtemps, ou si vous avez envie d'emmener ça sur la plage. Il est assez connu, donc peut-être que vous connaissez déjà si vous aimez bien la littérature étrangère. Et donc on suit un personnage donc, qui s'appelle Adria, qui naît dans les années 50, et on va le suivre tout au long de sa vie. Donc lui, il est vieux, il nous raconte sa vie, et il écrit sa vie depuis son enfance jusqu'à l'âge où il écrit, donc vraiment à toute vieillesse. Bon, je ne vous raconte pas tout ce qui se passe par rapport à ce personnage, mais en gros, il est vraiment sur la fin de sa vie. Et il va nous raconter, et il adresse son roman à l'amour de sa vie. Donc au début, il dit juste tu, et on comprend qu'il parle à quelqu'un. On comprend quand même assez vite que, a priori, ça va être quelqu'un qu'il a beaucoup aimé, et on comprend assez vite que, en fait, il écrit vraiment à la femme de sa vie. Et ce roman, c'est donc à la fois l'histoire de sa vie, donc on est, alors pas une saga familiale, parce qu'on suit que lui, mais bon, il va y avoir toute l'histoire de sa famille, de ses amis autour. C'est un peu, voilà, dans l'idée d'un roman fleuve qui va décrire toute sa vie. On suit aussi, du coup, son histoire d'amour avec cette femme qui va finir par apparaître dans l'histoire. Et à quel point elle a pu être passionnelle, chaotique, difficile et très heureuse. Je ne vous dis rien. Et on suit aussi, c'est là que c'est très étonnant, plein d'autres histoires, notamment historiques, qui vont se mêler à l'histoire d'Adria. En fait, Adria, c'est un personnage qui rêvasse beaucoup, qui passe beaucoup de temps dans sa tête. C'est un personnage qui est passionné aussi par les antiquités, les vieux objets, les vieux manuscrits.
Et souvent, notamment au début du livre, il va toucher un objet, découvrir un objet, et tout à coup, dans le texte, vraiment au milieu du texte, on passe à un autre personnage, à un autre siècle, à une autre époque, et d'un coup, on est avec un prêtre 500 ans auparavant, et tout à coup, on est avec un luthier des siècles auparavant, etc. Donc toutes ces histoires ne sont pas totalement anodines, elles vont finir par être liées à l'histoire d'Adria d'une manière ou d'une autre, encore une fois je ne vous dis rien, mais au début c'est quand même très perturbant, d'autant plus que l'auteur va vraiment être très fluide dans la façon dont il intègre ces textes-là, parce que même parfois on a des dialogues qui se mélangent, donc le dialogue entre Adria et quelqu'un de son temps présent, et le dialogue entre les personnages qui sont morts 500 ans auparavant, c'est vraiment très bizarre, et aussi le personnage, on sent qu'il est vieux et que même dans son écriture, ça commence à partir un peu dans tous les sens dans sa tête. Il passe du présent au passé, il parle de lui à la troisième personne et à la première personne, donc il y a quelque chose d'hyper organique, d'hyper naturel et en même temps d'hyper littéraire dans l'écriture, qui est très très belle mais qui peut être un peu perturbante. Je dois vous le dire parce qu'il faut quand même un peu s'accrocher. Et par ailleurs, c'est un roman qui, en sous-texte, donc la quatrième de couverture en parle longuement et super bien, c'est un roman qui parle du mal, le mal avec un grand M, et qui pose plein de questions sur le mal, qui fait réfléchir sur les origines du mal, qui fait se poser la question de est-ce que le mal est en chacun de nous finalement. Les personnages, ils sont tous, sauf peut-être un ou deux, ils sont tous méga faillibles, ils vont tous faire des erreurs, ils vont tous parfois faire des horreurs, il va y avoir de la trahison, de la douleur, des disputes, de la colère, plein de choses négatives, mais qui font aussi partie de la vie et que l'auteur amène avec beaucoup de justesse, de réalisme, d'émotion. Et aussi, ouais, vraiment, parfois, c'est quand même dérangeant. Et tout ça va aussi s'imbriquer avec l'histoire du XXe siècle, et notamment avec Auschwitz. Donc c'est quand même un roman dur, franchement, il se passe vraiment parfois des choses terribles et horribles. Mais tout ça, j'ai trouvé ça vraiment brillant, franchement, c'est juste brillant de tout. Enfin, je trouve qu'on a l'impression de lire une œuvre monde dans laquelle, à la fois, on a juste une vie qui pourrait presque. Enfin, on a presque envie de dire que c'est simplement une vie. Et en même temps, il y a tellement de choses dans ce livre et racontées de manière tellement subtile et pas lourde que c'est assez vertigineux. Peut-être que vertigineux, ce serait un bon mot pour décrire ce livre-là. En tout cas, si vous avez envie d'un bon pavé, moi je vous le recommande franchement. Et, euh, et voilà, franchement, je sais même plus quoi dire, mais ce roman m'a quand même mis une sacrée claque. Ouais. Et enfin, je voulais vous parler de J'ai dû m'en aller de Mélanie Edwards. Donc je venais juste de finir l'autre pavé là, qui est quand même assez dur et assez triste. On m'a dit Lisa, c'est plus léger et tout. Pas du tout, ça reste triste. Mais non, j'avais très envie de le dire parce que donc c'est l'autrice qui me l'a très gentiment fait envoyer parce que j'avais lu son précédent roman qui s'appelle En été en liberté. J'en avais parlé sur Instagram, elle avait vu ma chronique, donc voilà, qui était un très très chouette roman d'été sur une bande d'adolescents, des frères et sœurs qui passent un été en Ardèche, si je dis pas de bêtises, et donc c'est à la fois une histoire d'été, à la fois une histoire d'adolescence avec toutes les peines, les amours, les amitiés que ça engendre, et à la fois une histoire un peu plus profonde sur la famille et les relations familiales. Donc un très chouette roman que je vous recommande également, et donc là c'est son nouveau, J'ai dû m'en aller, qui se passe aussi l'été, avec de nouveau deux ados qui cette fois-ci partent sur un voilier avec leur père en Grèce. Leur mère n'a pas pu venir, elle a dû rester avec sa grand-mère en France, et donc les deux ados qui ont, alors je sais plus exactement, donc c'est Dimitri et Tom, ils doivent avoir genre 15 ans et 11 ans, enfin quelque chose comme ça, il y en a un plus petit que l'autre, et ils partent avec leur père. Et on va suivre. Il se passe plein de choses. C'est un roman très très court aussi. Je l'ai lu en une heure. Enfin, c'est un début d'après-midi quoi. Je l'ai lu d'une traite tellement il nous happe. Et il se passe plein de choses dedans en même temps. Donc c'est à la fois une histoire l'histoire entre les deux frères, leur relation et aussi leur relation avec leur père, qui est pas toujours évidente. C'est aussi une histoire de vacances tout simplement. Et c'est aussi une histoire qui parle de migration, parce qu'ils se retrouvent, ils vont aider en Grèce un migrant qui se retrouve échoué sur leur bateau. Et c'est à la fois une histoire plus sombre que ça, sur, qui est un peu plus psychologique et sur, qui va aborder, mais un peu en filigrane, parce qu'on ne sait pas tout, et je ne veux pas trop vous en dire non plus pour pas vous spoiler, mais qui va aussi aborder des thématiques qui auraient plus trait à la santé mentale. Donc voilà, c'est un roman très riche alors qu'il est très court. C'est un roman un peu coup de poing. Franchement, j'ose utiliser cette expression un peu galvaudée pour vous dire que ce roman il m'a un peu laissé à terre une fois que je l'avais fini. Mais on a aussi, je trouve que c'est ça la force du coup de la plume de cette autrice. Maintenant, je peux commencer à le dire comme ça après en avoir lu deux. Mais c'est qu'elle arrive, je trouve très bien à saisir
plein d'émotions et elle les retransmet de manière très sensorielle dans son livre sans que ce soit lourd. Au contraire, c'est très très fluide et on lit le livre très vite. Mais voilà, il y a à la fois la torpeur de l'été, à la fois la joie des vacances, à la fois cette espèce de boule au ventre quand on part loin de chez soi et qu'on se retrouve dans un autre pays à se réadapter à un autre rythme de vie, d'autant plus que là c'est sur un bateau, donc ça change d'une vie qu'on peut avoir sur Terre dans une maison de vacances. Et à la fois va y avoir voilà, la joie d'être en famille, la tendresse, et en même temps aussi l'émotion que ça peut provoquer, notamment les angoisses, peut-être les inquiétudes quand une relation familiale se passe pas toujours très bien. Il y a tout ça concentré dans le roman, et je trouve de manière très juste. Et en plus, celui-ci, il se fait se poser des questions, il laisse au lecteur le soin d'imaginer un peu l'histoire entre les blancs qu'a laissé l'autrice. Je trouve que sur ça, il est assez fort, que ce soit la fin, mais aussi ce qui s'est passé avant. Il y a beaucoup de blancs, beaucoup de mystères, sans que ça paraisse inachevé. C'est juste que ça laisse plein de points d'interrogation, mais la vie, c'est aussi ça. Parfois, il nous reste des poignées de points d'interrogation et il faut apprendre à en faire quelque chose. Donc, je trouve que le roman est très fort sur ça. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que même s'il est un peu sombre, c'est une bonne lecture d'été parce qu'il est vraiment dans une ambiance été. Mais si vous voulez vous mettre un petit shot de graisse et de soleil avant l'été, puisque là, on en manque cruellement avec ce froid et ces nuages gris, n'hésitez pas à le lire. Bon, je pense que j'ai été à la fois très long et à la fois pas tant que ça. J'ai l'impression d'avoir été assez efficace. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu, que je vous ai donné envie de lire ces livres-là, notamment Millepertuis, qui est vraiment une bombe. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a un, alors déjà que vous avez lu, et qu'est-ce que vous en avez pensé, et s'il y en a un qui vous a plus tenté que d'autres dans tout ce que je vous ai présenté. Ensuite, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez une vidéo du coup sur les BD et les albums que j'ai lus et que j'ai aimés. Est-ce que d'ailleurs vous voulez que ça fasse une grosse vidéo un peu graphique, ou est-ce que j'en fais deux séparées, une sur la bande dessinée et une sur les albums? Franchement, les albums, il y a vraiment des... Enfin, celle-ci, c'est sûr que je vais la faire, il y a vraiment des grosses pépites. Et voilà, et puis même s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez revoir sur ma chaîne, des choses que j'ai pu faire ou que je n'ai pas fait, que vous aimeriez voir, enfin voilà, je sais pas. C'est un peu le retour, donc je blablate, je vous pose plein de questions. Il faut qu'on réapprenne à discuter ensemble sur YouTube, parce qu'on l'a fait sur Instagram ces derniers mois, mais sur YouTube, pas tellement. Mais du coup, j'ai trop hâte de lire vos commentaires. On se retrouvera une prochaine fois pour une autre vidéo lecture, avec sans doute ce livre-là que je suis en train de lire. Je vous le mentionne juste comme ça fait un petit peu un teasing de la suite. Une romance young adulte, ça change vraiment de Confiteor. Franchement, ça me fait une bonne parenthèse young adult romance après ce que j'ai lu. Pour l'instant, j'aime beaucoup, même si je n'ai lu que ça là. Donc il y a encore un petit peu de lecture. Mais voilà, ce sera pour la suite. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut tout le monde!